pour ma part, je suis Hervé Schweidler, je suis un des fondateurs de DBI Services et je suis depuis donc 13 ans CTO, responsable de toute la partie technique et en partie aussi depuis 3 ans maintenant le product owner de Yak parce que je suis à l'origine de tout ce projet. J'ai déjà présenté dans plusieurs conférences sur différentes thématiques et ces dernières années, c'était plutôt sur des thématiques autour des clouds, d'où aussi le Yak. Donc, tout d'abord, une première petite introduction de pourquoi le Yak, parce que sans histoire, il n'y a rien. Donc, le Yak a été pensé il y a maintenant de ça 3 ans, 4 ans, un peu avant le Covid, parce que en fait, moi, en tant que CTO de DBI Services et responsable de la R&D en interne, donc des différentes plateformes, aussi bien des public cloud providers que des plateformes on-premise, on s'est dit, on a dit, maintenant l'automatisation va arriver, on doit être prêt pour l'automatisation et on doit être prêt pour les différentes plateformes de cloud. Donc, on s'est intéressé à tous ces produits qui existaient sur le marché et on a très rapidement remarqué que les produits de Amazon, qui sont très, très bons et qu'on peut faire de super choses avec, ben, ne fonctionnent que dans l'écosystème Amazon. La même chose pour Azure, sans rentrer dans les détails, mais nous, on a passé beaucoup de temps là-dessus et en fait, on ne peut pas du tout reprendre nos travaux de AWS pour Azure, c'est complètement différent. Et encore pareil pour Oracle. Et donc, on se retrouve avec des plateformes complètement différentes, avec des services complètement différents et avec notre écosystème on-premise où on avait déjà un peu de Ansible et de Terraform. Mais pour compliquer encore un peu tout ça, nos cloud providers sont arrivés avec leurs propres services, spécialement dans notre giron qui est la base de données, ce que je vais adresser en particulier. Et donc, là aussi, très vite, j'ai remarqué que les services de base de données proposés par Amazon n'ont rien à voir avec ceux d'Azure et encore moins avec ceux d'Oracle. Chacun de façon différente, des privilèges différents, des limitations différentes, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on devait monter en compétence chaque fois pour une plateforme très spécifique. Et moi, je me dis, j'ai aucune chance d'avoir 50 ingénieurs pour maintenir tout ça. Et j'ai très rapidement dit, moi, il me faut une solution que pouvoir agir sur toutes les plateformes et pouvoir répondre aux demandes de nos clients avec de la qualité, de la, comment dire, de la customisation, de la performance, comme on a toujours fait chez DBI Services, et pas de devenir avec un service standard qui travaille dans un giron complètement limité. Et en plus d'une plateforme à une autre, c'est complètement différent, où je devais encore former une autre équipe sur Azure et une autre équipe sur Oracle, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'était, on va dire, un nightmare. Je voyais pas le bout. Donc, il faut que je sorte de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est mis autour d'une table et on a réfléchi à des solutions. Bon, ce qu'on slide, il va avancer. Oui, et donc, il y a un petit temps de décalage. Et donc, après plusieurs réflexions, je ne vais pas toutes les passer en détail, parce qu'on a essayé plusieurs pistes, on a juste gardé Ansible. Tout le reste, on a éliminé. Terraform, les connecteurs Ansible des cloud providers, en fait, rien ne répondait. Et à la fin, on s'est dit, ben, Ansible, lui, il correspond à notre demande, il s'est bien déployé, il s'est bien configuré. Il existe sur toutes les plateformes, aussi bien on-premise que tous les cloud providers. Mais l'Ansible tel quel qu'il était à disposition, on ne pouvait pas travailler multiplateforme. C'était soit en on-premise, soit en Amazon, soit en Azure, soit en Oracle, et de manière complètement différente. Et donc, ce que nous, on voulait, c'est avoir un repository central où on peut sauvegarder toutes nos métadonnées de toutes les plateformes et de toutes les composantes, de tous les types de bases de données et d'autres applications qu'on veut déployer. Et à côté de ça, d'avoir des toolkits, donc des rôles et des playbooks Ansible qui nous permettent de déployer ça sur les différentes plateformes d'une façon complètement homogène. Ça veut dire 100% pareil. C'était mon objectif dès le début, c'est d'avoir une façon de travailler qui est 100% identique à n'importe le provider. Ces 4 providers qui sont là, c'est ceux qu'on maintient depuis le début, mais à cela peut bien sûr s'ajouter Google, Nutanix, VMware, tout cela, c'est des potentiels providers à venir et donc des potentiels connecteurs où on pourra déployer toutes nos solutions. Donc, ça, c'est ce qu'on souhaite, mais avec ça, on n'avait pas encore la solution. Et donc, c'est pour ça qu'en ayant trouvé la solution, donc on a travaillé pendant 1 an avec cette solution sans qu'elle s'appelle Yak, et au bout d'1 an, on lui a trouvé un joli petit nom qui s'appelle le Yak.
Cette solution est complètement basée sur Ansible, avec un inventaire qui est en Python et qui est, lui, multiplateforme. Cet inventaire a le grand avantage, c'est que nous qui l'avons écrit, donc on l'a écrit par rapport à nos besoins et de la même manière pour toutes les plateformes. Ça veut dire que toutes les applications qu'on va mettre au-dessus auront une infrastructure en dessous qui sera complètement identique, peu importe le provider. C'est complètement homogène. Et donc, maintenant, nous sommes contents. Et depuis maintenant 2 ans, à peu près, le YAC est lancé. Et le YAC, donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, ici, j'ai un exemple des 3 cloud providers comme Amazon, Azure, Oracle en rouge et la petite maison pour la maison. Donc, maintenant, on est capable de déployer un composant Postgres 100% identique n'importe la plateforme. Et ça, nos clients, ils aiment bien parce que déjà, il y a certains clients qui sont encore en on-premise et qui ont encore et qui vont peut-être le rester pour la production. Mais en même temps, ils peuvent faire du workload de dev dans les différents cloud providers. En même temps, ils peuvent déjà réfléchir à si l'un ou l'autre des cloud providers ils souhaitent y aller. Et tout ça d'une manière 100% identique. En gros, le DBA qui travaille sur ces machines ne voit aucune différence, qu'ils soient en on-premise, en Azure, en Amazon ou en Oracle. Il ne verra aucune différence. La personne qui travaille avec la base de données. Après, l'ingénieur qui met ça en place, il y a quelques petites spécificités, mais très, très minimes. Et on a bien sûr encore d'autres composants comme Oracle, par exemple, SQL Server, Kubernetes et bien d'autres encore. Donc ça, c'est le but du YAC. Le YAC, on l'a tout de suite décomposé en 2 parties. Une partie est la partie core et une autre partie, la partie composant. La partie core, c'est celle qui permet de déployer des machines dans les cloud providers. Et celle-ci, elle est 100% open source. Donc celle-ci, le YAC core, vous pouvez le télécharger maintenant. Vous pouvez l'installer chez vous, le conteneur, et déployer des machines sur les différents cloud providers. Ça, c'est pour la partie core. Et après, il y a aussi la partie component. Donc, tout d'abord, on va aller dans la partie core en détail et après, on reviendra sur la partie component. Donc, pour la partie core qui est open source, elle contient donc ce fameux repository central avec plein d'outils qui permettent de déployer des instances Linux et Windows, incluant leur storage sur les différents cloud providers AWS, Oracle et Azure. Ce produit, comme j'ai dit, est open source et peut être téléchargé par qui veut. Comment ça fonctionne? Jusqu'à aujourd'hui, parce que ça va changer pas plus tard qu'en cours de présentation, je vais vous montrer ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais au cours d'aujourd'hui, la production de YAC est de cette manière. C'est une structure de répertoire. Vous avez une configuration infrastructure. Là, vous configurez votre infrastructure avec ces 2-3 paramètres nécessaires pour pouvoir connecter à Amazon. Et ensuite, vous définissez des serveurs que vous pouvez déployer directement. La même chose pour Azure. Donc, vous définissez vos resource groups, vos subscriptions sur Azure et vous déployez sur Azure. Chez Oracle, on va parler de compartiments. Et chez AWS, si vous connaissez Amazon, on parle de comptes. Donc, ça, c'est la façon de travailler. Là, déjà, vous pouvez voir, l'inventaire Ansible permet de voir toutes ces 3 plateformes d'une seule vue et on peut déployer des applications sur toutes ces machines en une action. Alors que tous les providers existants, c'est soit Amazon, soit Azure, soit OCI, soit on-prem. Mais il n'existe pas de plugin qui permet de faire du multiplateforme. Donc ça, c'est déjà la première grande innovation qu'on a réussi à avoir. Les commandes, c'est du simple Ansible, comme je vous ai dit, c'est simplement une exécution de playbook avec un playbook qui dit server deploy. Et grâce aux informations de l'inventaire, il peut directement déployer sur le bon provider correspondant. La même chose pour Azure et la même chose pour OCI. Donc, il y a juste la partie infrastructure qui change. Si vous voulez tester le YAC Core avec le déploiement d'un serveur, vous pouvez aller directement sur notre page Internet. Je vous montre rapidement encore. Donc, on va chez les BI Services. On a notre produit YAC. Là, vous descendez, vous avez un bouton démo. Vous cliquez sur démo. Et là, il y a un lien qui ouvre une page.
Et donc là, vous êtes directement sur le serveur de démo de Yak. Vous double-cliquez dessus et vous êtes prêt à jouer une démo du Yak. Je ne vais pas faire celle-ci maintenant parce que je vous ai réservé une autre démo qui est un peu plus, comment dire, représentatif de ce qui se passe en front-end. Là, c'est plutôt de ce qui se passe en back-end, mais pour ceux que ça intéresse, vous exécutez la démo et ça va passer, par exemple, ici, le fichier d'infrastructure avec ses variables. On a son subnet, son security group, sa région, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez jouer toute la démo pour créer un serveur. Donc ça, c'est la version Yak 1.7 qui est en production au jour d'aujourd'hui. Maintenant, je vais quand même vous montrer quelques petites nouveautés qui vont sortir très prochainement, c'est-à-dire le Yak 2.0. Donc ça, c'est la première fois que je le présente. Et ce Yak 2.0 est constitué de différents conteneurs maintenant, ce n'est plus qu'un seul. Avant, le Yak Runner, c'était plus ou moins le Yak, où on exécutait les playbooks. Maintenant, on travaille au travers d'un API. Cet API reçoit les informations d'un UI ou d'un CLI. Et la grande nouveauté aussi, c'est que l'inventaire n'est plus en flat file dans une structure de répertoire où on peut avoir X erreurs, on n'a aucune contrainte, aucune sécurité, aucune validation. Maintenant, tout cela est dans une structure de base de données, dans un data model, dans une base de données Postgres. Donc, on est complètement sécure et ça permettra de nous faire des jolis reports, des jolis dashboards au niveau de l'UI. Donc ça, c'est le Yak 2.0 qui, lui, n'existe pas encore au jour d'aujourd'hui en production, qui est actuellement en développement, mais je vais quand même vous présenter l'état actuellement du développement qui est en place. Cette version sera disponible pour septembre ou plus tard. Donc ça, c'est l'interface graphique pour les infrastructures. Donc ici, on voit, vous avez votre infrastructure Amazon, votre infrastructure Azure, Oracle et votre infrastructure on-premise. Ici, on a tout un menu avec les différentes possibilités qu'on peut faire. À côté de ça, on a nos serveurs qui sont sur nos infrastructures qui ont été définies juste avant, avec aussi tous ces menus. Donc maintenant, on me dit, ouais, c'est bien beau ce petit slide, mais vous aimeriez peut-être voir ça en vrai. Là, je vous ai préparé une petite surprise qui est juste à côté. Donc là, c'est l'UI où je suis directement connecté du Yak. Et donc, je vais vous passer brièvement ce qu'on a déjà mis en place. Donc, il y a un dashboard. Celui-là, il va encore être revu. C'est une première version, mais là, il y aura plein de statistiques et de choses évoluer. Pour l'instant, on ne s'est pas attardé sur ça, mais le dashboard va évoluer. Donc, tout d'abord, l'infrastructure. La première des choses que je dois faire, c'est définir une infrastructure. Donc là, je vous montre par exemple celle de Amazon, Azure et Oracle. Si je rentre sur celle de Amazon, j'ai des paramètres. Et les paramètres très importants, ce n'est pas plus que le subnet et le security group. Parce que le subnet, ça va dire dans quelle zone réseau j'ai le droit d'écrire et le security group va dire où j'ai le droit d'écrire et j'ai le droit d'accéder. En fait, il ne faut pas plus que ça comme information de l'infrastructure à Amazon. Et à côté de ça, pour me connecter sur cette infrastructure Amazon, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'authentification. Donc, à côté de mon infrastructure, j'ai des secrets. Une de mes secrets, c'est mes AWS crédentials. Je vais vous montrer après où ils sont et comment ils fonctionnent. Donc là, j'ai attaché des crédentials AWS sur Amazon, sur cette infrastructure, et aussi une clé SSH. Bien sûr, on va créer une machine Linux, donc j'ai besoin de lui donner une clé privée qui va pouvoir être utilisée pour se connecter à la machine que je vais déployer. Donc, pour vous expliquer ces secrets, je vais sur la partie configuration, secrets. Donc là, je retrouve mes crédentials Amazon qui sont là, et je vais en profiter pour les éditer, les mettre à jour, parce que qui sait, ils ne sont peut-être plus à jour. Donc, je vais sur mon portail Amazon, je me connecte sur mon compte de dev, et je récupère mes clés que je vais mettre directement à jour pour pouvoir vous faire une démo en live. Donc là, ça. Ensuite, l'access key. Et pour finir, le petit token qui permet de nous déployer pendant 4 heures.
Donc ça, c'est une action que vous faites une fois le matin, si c'est cette manière que vous utilisez pour travailler. Donc là, j'ai mis mes crédentials AVS à jour et j'ai aussi une clé SSH pour pouvoir me connecter à ma machine qui est ici, ma private key que j'ai chargée. Donc celle-là, je l'ai déjà mise, je n'ai pas besoin de la recharger. Donc maintenant que j'ai mon infrastructure et que je peux m'y connecter, je peux attaquer la partie serveur. Mais avant de déployer un serveur, on a un autre point de configuration qu'on a ajouté qui est pas mal. C'est en fait pour les shapes et les images des différents cloud providers. On vient avec une liste finie, c'est-à-dire quand vous allez sur un cloud provider, vous pouvez utiliser des centaines de types de machines. Mais est-ce que vous voulez vraiment donner ces centaines de types de machines à vos développeurs ou à vos personnes qui vont utiliser, qui vont déployer des applications? Ben non. Donc, ce que nous, on a décidé, c'est de faire un dictionnaire de shapes. Donc là, vous définissez les shapes qui sont valides pour Amazon. Là, par exemple, ceux pour Azure, pour OCI. Pour l'instant, on n'en a mis que un. Et on pourrait en mettre bien plus. En on-premise, il n'y a pas de shape parce que là, c'est des machines qui sont prédéfinies. Si maintenant, je vais de l'autre point qui est le provider image, donc là, c'est les images que vous mettez à disposition. Là, pareil, vous ne voulez pas que votre Postgres soit installé sur n'importe quel Linux. Vous autorisez, par exemple, le Red Hat 9.3 et le Red Hat 9.3. Donc, je peux aller là-dedans, Edit, et je vois que ça, c'est cette AMI ID qui est la Red Hat 9.3 pour la région Francfort. Donc là, j'ai configuré des shapes et des images. Ça, c'est des choses que vous faites une seule fois. Une fois que j'ai défini mes shapes et mes images, maintenant, je peux aller créer un serveur. Donc là, je vais sur l'interface serveur. Je déclare un serveur. Nous aussi, on a rajouté 2 étapes qu'on trouvait très intéressantes. Dans le cloud, vous ne pouvez pas déclarer. Dans le cloud, vous configurez, vous créez. Et vous ne pouvez pas sauvegarder des métadonnées que vous pouvez démarrer par la suite. Alors, avec les axes qu'on s'est dit, c'était super intéressant et c'est pour ça qu'on l'a fait. D'abord, on déclare. Donc, je déclare un serveur SRV 05, par exemple, dans Amazon. Je prends mon image Red Hat 9.3. Je prends un T3 X-Large, qui est une machine avec 8 CPU. Ce que je dois au minimum configurer, c'est mes clés, mes cartes réseau. Donc, je prends une private IP automatique et je prends une deuxième IP aussi publique, aussi en automatique. Et celle-là, c'est Admin Access. Qu'est-ce que veut dire Admin Access? C'est avec cette carte que le YAC va se connecter à la machine et faire tout le déploiement. Donc, je me connecte au travers d'une IP publique dans ce cas. Mais en général, en interne, je passerai plutôt par une IP privée. Donc là, je sauvegarde mon serveur. Et donc là, mon statut, il est juste déclaré du serveur. Il n'est pas créé, il n'est pas déployé. Maintenant qu'il est déclaré, je peux aller le déployer. Donc, j'appuie sur un bouton « Deploy » et là, je déploie mon serveur. Et je peux directement aller voir le job dans la job list. Et là, en fait, vous vous retrouvez comme au mode command line. Vous voyez exactement toutes les tâches qu'il effectue. Et donc, c'est en totale transparence. Et même s'il devait y avoir une erreur, vous saurez où est l'erreur. C'est du pur en cible à 100%. Et ça permet de suivre exactement l'avancement du déploiement de la machine et ce qui est exactement fait. Là, il attend déjà que la public IP soit disponible. Ça va prendre quelques secondes. Je ne vais pas commencer à discuter d'autres choses parce que voilà, il a déjà fini. Là, il a encore une petite chose à créer. D'ailleurs, je peux déjà me connecter. Donc, je vais aller sur une autre fenêtre du YAC. Je prends mon serveur 5, paramètres, je récupère sa public IP. Je vais sur une autre fenêtre. Je mets ma clé. Le user CEC2 chez Amazon et l'IP. Et donc, là, je peux déjà me connecter. Donc, voilà, la machine est déjà créée. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste la machine qui est créée. Donc, je reviens dans mon job où il en est. Mais il est successful, il est fini, ma machine est créée. Et donc, j'ai mon serveur qui est déployé. Je reviens au slide parce que j'ai une deuxième partie pour la partie composante. Donc, toute cette partie-là que je viens de vous montrer, ce sera open source. Donc, vous pourrez déployer des serveurs et du storage sur les différents cloud providers.
C'est la partie open source. Ensuite, il y a le YAC Component qui, lui, permet de déployer des applications comme une base de données Oracle, une base de données SQL, un Kubernetes, un Postgres, ainsi de suite, un Alfresco. Donc, lui contient toutes les bonnes pratiques de DBI des 13 dernières années. Donc, c'est vraiment tout notre savoir qui est dans ces composants. Et c'est basé sur une souscription. Donc, c'est une souscription annuelle à un coût fixe. Sur le détail des coûts des souscriptions des différents composants, je vais y revenir à la fin, j'ai encore un slide. Donc ça, ce n'est pas disponible en open source. Donc là, on retrouve notre première partie open source, notre infrastructure, avec nos fameux serveurs. Et maintenant, on a une autre structure de répertoire composants. Et par exemple, là, je déploie un Amazon, un Postgres dans Amazon de développement. Un autre sur Amazon, un SQL Server de développement, sur la staging, un DataGuard dans Azure. Sur OCI, un SQL Server. Et maintenant, la petite différence avec les composants, je peux aussi déployer en on-premise. La seule contrainte qu'il y a par rapport à l'on-premise, le serveur doit être existant. Je peux l'enregistrer dans le YAC, je peux lui dire c'est tel user, tel IP, telle clé, mais le serveur doit être préconfiguré. Mais ça me permet de pouvoir déployer un composant comme Postgres aussi bien en on-premise que sur un des cloud providers d'une façon 100% identique. Ici, vous voyez les playbooks pour déployer un Postgres. Donc, on set le contexte pour notre composant et ensuite c'est un simple playbook. Avec l'UI, la seule différence qu'il y a, c'est que tout ça est complètement automatisé et que vous avez une interface graphique pour configurer les paramètres de ces playbooks. Donc ça, c'est la version 1.7 pour déployer un Postgres jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à septembre encore. Mais là, on a commencé maintenant l'intégration de tous ces composants dans le UI et toutes les fonctionnalités qui existent aujourd'hui avec la version 1.7 sera disponible exactement de la même manière dans la version 2.0, sauf qu'à place de paramétrer des fichiers YAML dans une structure de répertoire, vous allez configurer ça dans un UI. Donc ça, ce sont actuellement tous les composants qui sont disponibles, Oracle, Postgres, Kubernetes, Mongo, Fusion Middleware, les application servers. Et bientôt arrivera aussi en automne, après que le launch de la 2.0, Alfresco SQL Server. Et on s'occupera aussi du monitoring de ces composants avec du Zabbix, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, et qui sera aussi intégré directement dans le web. Donc là, on arrive sur la partie composants. Ce slide ne correspond pas encore tout à fait à la réalité, mais c'est aussi encore une première version. Je suis sur une alpha là, c'est même pas encore une bêta, on est clairement sur une alpha. Donc là, maintenant, je vais vous déployer un Postgres en standalone pour que ça ne prenne pas trop de temps sur Amazon. Ça, c'est la vue du slide. Et maintenant, on va aller sur le YAC directement. Donc, avant d'y aller, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir déployer un composant? Tout d'abord, j'ai besoin d'un component type. Donc, je vais dans la partie component type. Et là, je vois que j'ai déjà le composant Postgres qui est chargé. Si je veux charger un autre composant comme Oracle, Postgres, il suffit que je tape ici Applet Component Type. Je mets le zip file que DBI met à disposition pour le code. Et quand je charge le code, automatiquement, mon composant d'interface sera disponible. Ici, c'est encore une version alpha. Comme dit, ce n'est pas encore la version graphique complètement finie, mais ça fonctionne. L'autre point qu'on a besoin pour déployer un composant, c'est les artefacts, c'est tous les binaires, parce que nous, on apporte tous les binaires de A à Z pour être sûr que ce que vous déployez soit toujours 100% identique, indépendamment de la plateforme. Donc là, il me faut un artifact provider, et ici, j'ai un provider AWS S3 qui est configuré actuellement. Donc, ça veut dire qu'il va chercher tous les binaires dans Amazon. Donc, maintenant que j'ai mes binaires qui sont disponibles et que j'ai mon composant qui est disponible, je peux aller créer un composant. Donc ici, c'est la toute première version. Ça existe depuis quelques jours seulement. Donc, déclare, je fais une Postgres 0.5. Je l'appelle AWS développement PG 0.5, par exemple. J'utilise donc mon composant Postgres instance que je viens d'installer. Ici, je dis que je veux soit faire une achat sur plusieurs nœuds, soit une standalone. Donc là, on fait une standalone. Là, je donne le nom de l'instance, je le dis PG 0.5.
là, sa version. Donc, je peux choisir entre toutes ces versions. Je prends une 5.4, 15.4 par exemple. Là, c'est la manière de déployer, parce que nos clients nous ont déjà demandé ça, parce que certaines entreprises n'acceptent pas les déploiements par source et qu'ils soient compilés sur place. Donc, pour les banques, principalement, pour certains domaines sensibles, il faut qu'on déploie par les binaries. Donc là, on déploie les binaries directement sans compiler. Là, c'est aussi une histoire de privilège parce qu'il y a des clients qui n'avaient pas accès à la partie route. Donc là, on peut aussi désactiver la partie route qui est faite en amont par les admins route. Mais dans notre cas, on a tous les accès. Donc, on dit qu'on a les accès route. Ensuite, le user, le home du Postgres qui peut être modifié. Ici, c'est un doublon, donc c'est un issue, on va dire. Il faudra enlever ça parce qu'on met deux fois le nom de l'instance. Mais comme dit, on est sur une alpha, le port et la time zone. Ça, ce sont les paramètres actuellement, mais ça va encore ça va encore changer. En fait, il y aura les paramètres mandatory et après, il y aura une section advanced qu'on pourra ouvrir pour tous les autres paramètres si on souhaite les changer. Ici, pour les serveurs, il va proposer tous les serveurs disponibles où il n'y a pas encore de composantes déployées, mais ça, pour l'instant, c'est pas aussi, c'est pas, également pas développé. Donc, pour l'instant, je dois lui dire que c'est le SRV 05. Je vérifie. Serveur, c'est bien le SRV 05 que j'ai créé. Donc, je prends mon SRV 05, je sauvegarde comme toujours. Donc là, j'ai configuré un déploiement de Postgres sur Amazon Postgres 05 en une version 15.4, je crois. Et celle-là, maintenant, je peux la déployer, mais le soir, je peux la détruire, et le matin, je peux de nouveau la déployer, et le soir, je peux de nouveau la détruire, et ainsi de suite. Et même, je peux passer par le CLI et faire ça en automatique. C'est que veut dire tous vos métadatas sont configurés, et vous déployez l'environnement quand vous en avez besoin, et vous supprimez le tout quand vous n'en avez plus besoin. Et vous n'avez pas besoin de chaque fois de repasser sur tout pour si vous voulez redéployer quelque chose. Vous pouvez laisser des environnements au statut déclare. Donc là aussi, vous voyez bien, le déclare n'est pas affiché comme chez les serveurs le statut, mais ça, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, maintenant, je prends mon composant Postgres et je le déploie. Là, il y a une petite erreur, mais pareil, c'est une alpha, ce n'est pas une erreur, c'est juste un affichage qui doit encore être corrigé. Mais si je vais dans la partie Job, on voit déjà le composant Postgres qui est en train de se déployer sur Amazon. Et je peux cliquer dessus et c'est en train de s'exécuter. Ça va maintenant prendre 5 minutes. Donc, je vais en profiter de ces 5 minutes pour vous montrer les prochaines évolutions du YAC qui vont arriver. Donc, tout d'abord, dans la partie configuration, ce qu'on va voir, c'est avoir des templates. Là, je clique template, il n'y a rien. Qu'est-ce que sont les templates? Vous pourrez définir des différents types de bases de données. Par exemple, des bases de développement, des bases de production ou des bases de type small, moyenne, large, en fait, suivant les besoins, ou des templates, des bases de données qui ont des settings un peu différents. Et donc là, vous pouvez créer des templates que les DBA ou même les end-users. Moi, mon idée, c'est que même des développeurs, à un moment donné, ils peuvent provisionner leur propre base de données. Et là, ils ont accès seulement aux templates qu'ils ont droit d'utiliser. Donc, eux, ils auront peut-être des templates de développement avec des très petites bases, avec des shapes très lents, avec des images spécifiques. Mais vous pouvez complètement tout configurer et eux n'auront accès qu'à ça. Ce qui me permet de sauter sur le prochain point, qui est un des points les plus importants qu'on n'a pas encore abordé, et qu'on n'a pas encore développé, mais on va s'y attacher là dans les semaines qui viennent, c'est la partie user management. Parce qu'en fait, avec le YAX, l'idée, c'est qu'il y a une partie de super administrateur, qui est le DBA, qui design ses bases de données, qui design ses images, ses shapes, ses paramètres, qui définit tout, qui a accès à tout. Et derrière, il y aura des utilisateurs qui seront peut-être des développeurs, que lui ne pourra choisir que, par exemple, le nom de l'instance ou peut-être un deuxième paramètre. Tout ça, ce sera à définir au niveau des privilèges et c'est ce qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines. Et ça aussi, ce sera disponible pour septembre. Donc là, oui, j'ai fait plus ou moins le tour de tout ce qu'il y aura pour septembre. Et si maintenant je reviens sur mon serveur, est-ce qu'il est encore en cours? Oui. Je peux aussi aller voir sur la machine ce qu'il y en est. Postgres. Il n'est pas encore. Mais il n'est pas encore fini. Donc là, on voit du Python. Ça, c'est
on voit que ça, c'est notre cible qui est en train de déployer. Ici, la mise à page aussi, là, on va essayer qu'elle soit vraiment real-time. Ça fonctionne, mais des fois, c'est par séquence. Et ce que j'aimerais bien aussi, que ce soit colorisé, mais les développeurs m'ont dit que c'est un peu compliqué. Donc, pour avoir le plugin, pour que les tâches, elles soient en couleur, de tout ce qui est vert, jaune, orange et rouge s'il y a une erreur. Donc là, c'est en cours. On a démarré ça à 18h05, 18h09. Il y a 4 minutes. Ça devrait bientôt être fini. Voilà, là, ça défile. Bon, on est où? Ah, la séance, on configure la Postgres. On reboot le serveur. Là, donc, on est presque à la fin, je pense. Donc là, je vais perdre la connexion. Voilà, je me reconnecte. Plus qu'on peut suivre exactement ce qu'il fait. Ça prend encore un peu de temps. Qu'on ajoute des outils. Sinon, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ici, il y a une documentation qui va arriver, qui va être directement en ligne par Internet. Au niveau administration, les users, les groupes. Euh, Aussi, on pourrait administrer directement aux artefacts, c'est des choses qui vont encore arriver. Et bien sûr, ici, il y aura l'intégration de tous les composants existants actuellement. Et ça va être la plus grande des tâches dans les 3 4 mois à venir, c'est d'intégrer tous les composants, donc les fameux component type ici, ils vont tous être intégrés dans les 3 mois à venir. On va voir le job, où il en est. Paraît un peu plus long que d'habitude. Est-ce qu'il se passe plus de choses? Donc, il est seulement en train de télécharger. Là, il reste 1 minute environ, mais c'est plus long que d'habitude. Il faut aussi dire que sur le cloud, hein, si vous ne prenez pas des réserves d'instances, donc des instances que vous achetez en amont, vous n'avez jamais le temps qui est garanti de performance. Ça, c'est du on-demand, et le on-demand, comme les cloud providers diraient, c'est du on-demand. Si vous voulez la performance garantie, il faut prendre des instances réservé, et c'est ce qu'on ne fait pas là pour le développement. Donc c'est pour ça, ça prend un peu plus de temps. Donc là, il est en train d'installer les binaires. Il est en train de sécuriser le contexte. Là, il configure la PG Tab. Il installe notre fameux toolkit DMK, qui fait aussi partie. Configure le DMK pour l'email, pour le backup. Le backup est directement configuré aussi. On met la base de données Postgres à jour. On peut aussi installer plusieurs instances sur la même machine. Dans ça, d'autres cloud providers ne l'autorisent pas. Alors que clairement, avec le YAC, vous êtes autorisé à installer plusieurs instances sur la même machine. Donc là, je pense qu'on arrive gentiment à la fin. On restart le cluster. Drop. On sécurise aussi, on enlève les chemins publics. Toutes les bonnes pratiques, comme dit, sont en place. On ajoute les extensions, celles qui sont les plus importantes. Je pense que je peux déjà aller sur la machine là. Ça devrait être bon maintenant. SU minus Postgres. Voilà, donc elle est là. PV05 en 15.4. Donc on vient de créer une PG05 en 15.4.
On voit ces différents paramètres d'archivage, d'effectif cache size. Tous ces paramètres, on va pouvoir les adapter par la suite. SQH, et là, je peux me connecter à l'instance. Select, from PG. Donc, on voit là qu'on a installé une Postgres en Amazon, mais celle-ci, si on l'avait installée en OCI, en Azure ou en on-premise, ça aurait été 100% la même chose qui serait déroulée à la ligne près. Il n'y a vraiment aucune différence. Donc, on a notre Postgres. Je peux retourner à mes slides où j'ai un petit logo. Comme ça, le développeur, il voit déjà la prochaine version ce qu'il doit mettre, un petit logo. Ça, c'est ce qu'il y aura à disposition pour les 4 composants Oracle, Postgres, Kubernetes, Mongo qui vont être les premiers intégrés en septembre. Donc, tout ça, ça existe déjà. C'est juste que ce sera intégré dans le UI. Donc, actuellement, nos clients, ils ont déjà de l'Oracle 19c, de la 19.14 à la 19.22, en standard et en enterprise. On s'occupe du patching. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, un client a patché ses environnements. Aussi du DataGuard avec Observer, ça c'est un peu moins longtemps, ça fait 1 ou 2 mois. Et le DataGuard en patching, c'est en testing actuellement. Et donc ça c'est tout pour Oracle. Pour Postgres, on installe de la 13 à la 16. Vous avez vu la liste juste avant. On s'occupe des upgrades de la 13 jusqu'à la 16 et aussi du Patroni Cluster, de déploiement avec 3 nœuds Patroni. Ce qui va venir un peu plus tard, c'est le patching du Patroni. Un ou deux petits problèmes, mais ça va aussi être intégré. Et Kubernetes, donc on peut aussi déployer des clusters Kubernetes Vanilla. Et le MongoDB avec des répliques 7. Ça, c'est ce qui arrive directement en septembre et les autres composants seront intégrés rapidement à la suite. Un slide aussi que je vais vous présenter qui est toujours très intéressant, qui résume un peu le tout. Donc, la première des choses, la grosse différence de la solution PaaS YAC par rapport au PaaS des cloud providers, elle n'a pas de dépendance au niveau des cloud providers. Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur Oracle, demain, vous êtes sur Azure, après-demain, vous êtes Amazon. C'est tellement facile que vous pouvez faire un Patroni Cluster entre 2 cloud providers et basculer de l'un à l'autre. Donc, vous pouvez très rapidement partir d'une plateforme à une autre. Même pour ceux qui sont intéressés pour Oracle ou SQL Server, si vous avez le nombre de licences exactement requis sur votre plateforme cloud, vous êtes autorisé d'aujourd'hui d'aller de Oracle vers Azure, vers Amazon du jour au lendemain. Tant que vous arrivez à prouver à Oracle ou à SQL Server que vous avez les licences correspondantes. Donc, même là, même sur ces plateformes-là, vous êtes capable de partir du jour au lendemain. Bien sûr, il faut faire attention au licensing. Comme je vous disais, cette solution, elle est basée sur du IaaS des cloud providers et nous, on met notre solution PaaS DBI Services par-dessus qui s'appelle le YAC PaaS, qui inclut toutes les bonnes pratiques de DBI depuis ces 13 dernières années. Et bien sûr, en finalité, cette solution peut être moins chère que du Managed Services. Pourquoi elle peut être moins chère? Parce que sans le YAC, le Managed Services, les PaaS solutions sont bien plus chères que le IaaS. Donc ici, vous avez les coûts du cloud provider. Donc vous voyez bien que le IaaS est beaucoup moins cher que le PaaS. Et ça, je peux vous le prouver, puisque en interne, on fait énormément de recherche aussi et de développement et de testing avec les solutions PaaS. Et je peux vous dire que mes crédits, ils s'envolent très, très vite avec du PaaS. Bien plus vite qu'avec du IaaS. Parce qu'il faut savoir que chaque environnement que vous déployez, que vous laissez tourner, va coûter et chaque fois plus cher. Et donc là, plus vous en déployez, plus ça va devenir exponentiel. Même si vous ne les utilisez pas, s'ils sont juste démarrés avec des grosses shapes, votre managed services, vous allez le payer. Vous allez payer de la base de données Postgres potentiellement que vous n'utilisez pas, qui est juste activée. Et ça, ce coût peut être vraiment très exponentiel. Le YAC a une grosse différence, je me suis battu pour ça, et ça va. C'est installé de cette manière, c'est un fixed price. Donc, le YAC, vous achetez la souscription pour une année, vous avez accès au support, vous avez accès aux nouveaux patchs, aux nouvelles versions, comme là en septembre, les clients actuels vont avoir l'UI, et tout ça est intégré dans un fixed price. Ça veut dire que votre courbe ne va pas être aussi, exponentielle comme avec le Managed Services. Et les coûts IaaS sont beaucoup moindres que le PaaS. Donc là, c'est une solution qui risque quand même de devenir beaucoup moins onéreuse plus vous déployez. D'ailleurs, actuellement, pour ne pas vous cacher, les clients du YAC sont des grandes entreprises parce que c'est celles qui déploient énormément. Ce n'est pas les entreprises qui déploient 2-3 instances. C'est vraiment, je veux dire, à partir de 2-3 instances, ça fait vraiment du sens de l'utiliser. Mais
C'est quand on en a 50, 100 à déployer, ou même une vingtaine, là, le YAC devient très, très vite, très, très, très intéressant. Par-dessus, à ne pas négliger, il faut toujours un support. Ce n'est pas pour faire la promotion spécifiquement pour notre support DBI Services du SLA, mais pour vous dire que dans un environnement cloud, si on parle de cloud, on-premise, c'est encore autre chose, mais dans les environnements cloud, on a tendance à oublier qu'il faut aussi du support. Et souvent, les cloud providers vous disent, ouais, le patching est automatique, l'installation est automatique. Nous, maintenant, avec le YAC, on fait aussi tout ça automatiquement. Mais ce que je peux vous dire du retour du terrain de nos clients, c'est 80 à 90% des tâches de DBA sont toujours là. Parce que ce n'est pas appuyer sur un bouton pour patcher qui va leur faire gagner beaucoup de temps. Ce qui leur coûte beaucoup de temps et où ils n'arrivent pas à en gagner, c'est pour organiser ces fameuses fenêtres de maintenance, pour organiser les fameuses fenêtres de test, pour organiser ce qui se fait en amont pour pouvoir le faire, le patching d'une production. C'est ça qui prend énormément de temps. Et le troubleshooting, le monitoring, la performance, tout ça, ça reste comme avant. Donc, même en basculant sur un environnement cloud, vous avez toujours besoin de vos DBA et vous avez toujours besoin d'avoir un service qui est disponible la nuit et le week-end parce que le cloud provider, ce qui vous garantit, c'est juste qu'il y a une zone réseau qui est là pour accueillir votre machine. Mais si vous n'avez pas tout automatiquement configuré, si vous ne portez pas garant que le service a basculé, que le service est up, ce n'est pas eux qui vont s'en occuper. Donc, pour dormir tranquille, il faut toujours encore des équipes et il faut toujours encore un SLA. La petite roadmap, donc là, celle-là, je l'ai déjà adressée plusieurs fois. Donc, la YAC 2.0 pour septembre au plus tard, avec l'UI et le CLI. Et après, les composants, est-ce que le serveur Fresco, Zabbix qui vont suivre? Et ce qu'on réfléchit aussi, pour l'instant, on n'a pas encore attaqué, quel sera le prochain provider qu'on va intégrer pour que tous nos composants soient disponibles sur cet autre provider. Parce que c'est ça le gros avantage. Tous les composants que nous avons actuellement dans le portfolio, dès qu'on rajoute un provider, tous ces composants sont directement disponibles. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie et je suis à vous pour toutes vos questions.